Alors cette vidéo est passée en extrait devant 25 millions de téléspectateurs ce dimanche en Russie pour leur grosse émission du dimanche, mais une émission spéciale de fin d'année. Donc vous allez voir, j'ai eu vraiment des commentaires exceptionnels venant de là-bas, venant de l'équipe de production. Je pense que c'est une de mes très très bonnes interviews, elle est relativement exhaustive, elle parle de nombreux sujets. Et c'est pour ça qu'en fait je fais une très courte introduction pour vous la présenter. Évidemment une introduction dans laquelle je vous rappelle que la manière avec laquelle je peux continuer à travailler comme ça, c'est parce qu'un certain nombre d'entre vous s'abonnent à mon Substack, qui est Bertrand55, ou me demandent de leur faire découvrir du bon miel, et également font des dons sur PayPal. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et retrouvez-moi en fin de vidéo. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, depuis le début de l'année, il y a eu 4 premiers ministres. C'est considérable. C'est pas du tout dans la tradition française où en général les présidents ont des premiers ministres qui font la totalité de leur mandat ou la moitié de leur mandat en fonction d'élections intérimaires. Donc là, on a véritablement un président qui s'amuse avec les premiers ministres, qui en change comme de chemise. Mais de toute façon, depuis le début de ses 2 mandats, il a également changé plusieurs fois de ministre en plus de cette année. Le précédent Premier ministre, Barnier, il a tenu moins de 3 mois. Le nouveau Premier ministre, Bayrou, qui est dans le sillage de Macron depuis 2017, a ceci de particulier, c'est qu'il a essayé de créer un commando de tous les pires ministres, de tous les ministres les plus détestés quasiment de l'histoire de la Ve République. Il a véritablement essayé de réunir les pires cauchemars des Français. Et comme cette liste a évidemment été voulue et validée par Macron, on comprend bien que l'idée, c'est d'avoir des ministres qui catalysent la haine des Français. Et comme ça, Macron, dans quelques semaines ou quelques mois, va annoncer que finalement, la France de la Ve République avec un Premier ministre est ingouvernable en ce moment, compte tenu des extrêmes, puisqu'évidemment, il accusera les extrêmes, donc le Front National, le RN et LFI, d'être responsables de cette instabilité, qui va se traduire dans la rue, évidemment, avec beaucoup de manifestations, avec beaucoup de colère. Et donc, il va prendre les pleins pouvoirs. Et il a beaucoup de moyens pour le faire. L'article 16 de la Constitution lui donne la possibilité de prendre les pleins pouvoirs et éventuellement, si ça devait durer longtemps, de demander au Conseil constitutionnel de confirmer les choses. Mais également, en 2013, en juillet 2013, il y a une loi de programmation militaire qui a été votée et qui lui permet aussi d'avoir des pouvoirs très étendus. Donc on s'attend évidemment à ce qu'avant l'été, ça c'est mon analyse, la situation politique en France soit tellement instable que Macron va véritablement, à visage découvert, prendre tous les pouvoirs en France et devenir le chef omnipotent qu'il est en réalité, puisque le Premier ministre en France, sous Macron, et même l'ensemble des ministres, ne sont en fait que des rouages des décisions qu'il prend sans jamais consulter personne, à part peut-être Brigitte Macron, son binôme. Des élections présidentielles anticipées sont toujours possibles. Pour ça, il faudrait que le président démissionne. Et il y a un certain nombre de constitutionnalistes français qui disent qu'en France, on ne peut pas faire un 3e mandat après 2 mandats. Mais qui disent, si jamais un mandat est interrompu, est-ce qu'on considère que ça compte comme un mandat effectué? Et est-ce que ça permettrait à Emmanuel Macron
de se représenter devant les Français. Donc je pense qu'il doit y avoir des personnes qui étudient cette question et que ça peut être la manière avec laquelle il va se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible, ou alors même il est tout à fait en mesure de changer la Constitution. Ça risque d'être difficile compte tenu du nombre de députés qui lui sont opposés, mais au Sénat, il a une grande majorité, et on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. On voit bien, en ce moment, en Ukraine, il n'y a eu aucune élection, et Zelensky est toujours le président ukrainien avec tous les pouvoirs. On a vu ce qui vient de se passer en Moldavie, on voit ce qui est en train de se passer en Roumanie. Finalement, on voit ce qui se passe partout. Les élections, comme disait un certain nombre d'hommes politiques, sont devenues des pièges à cons. Et Macron, en réalité, va s'amuser et va continuer à s'amuser de ça. Donc il peut proposer des élections anticipées. De toute façon, il les gagnera parce qu'il sera en finale contre un adversaire qui ne pourra pas le battre à cause de ce fameux front républicain, donc ce stress que les gens ont d'élire, entre guillemets, des extrêmes. Comme si la politique de Macron n'était pas une politique complètement extrême, puisqu'il est le premier président français à encourager la guerre. Il est un président qui soutient le régime génocidaire israélien à Gaza, et d'ailleurs même qui refuserait vraisemblablement d'arrêter Netanyahou s'il était en France, alors qu'il est poursuivi par un mandat d'arrêt international de la CPI pour crimes contre l'humanité, ce qui est quand même pas n'importe quoi, et de la même manière que la France est toujours aux avant-postes pour essayer de provoquer la Russie toujours plus loin dans la confrontation avec l'ensemble de l'OTAN, et pas juste avec l'Ukraine. Et dernier point, d'ailleurs, les personnes comme Lavrov s'en amusent en disant on s'étonne véritablement que la France fasse semblant de vouloir la paix avec nous, discrètement, c'est-à-dire que la France essaierait de contacter la Russie pour participer à l'organisation de la paix, alors que publiquement la France est celui qui attise le plus les flammes de la guerre. Donc voilà, c'est un double jeu, un double langage. On ne peut rien prévoir avec Macron, de toute façon il n'en fera qu'à sa tête et il prendra toujours tout le monde à contre-pied. Les chances de la liste Vedel d'être la première aux prochaines élections sont véritablement importantes. Avec l'instabilité économique, avec tous les problèmes de migration, avec le récent attentat à Magdebourg, qui au début avait été attribué à un islamiste, et en réalité, cette personne qui a commis l'attentat est très proche de la ligne sioniste, donc c'est même un fan de Netanyahou, c'est un fan de l'OTAN, donc c'est quelqu'un en fait qui cherche à créer le chaos en Allemagne. Malgré tout ça, ça profite aujourd'hui à l'AfD. Mais en Allemagne, ce sont des coalitions. Donc même si l'AfD arrive en tête aux élections législatives à venir, ils n'ont quasiment aucune chance de créer un ensemble de députés qui leur permettent d'obtenir le chancelier allemand, puisque tous les autres partis feront exactement ce qui vient de se passer en France, puisqu'on avait LFI, le RN, qui ont largement la majorité des votes, mais pas la majorité des députés. De toute façon, ils sont inconciliables entre eux, ce qui fait qu'en réalité, Macron continue à avoir tous les pouvoirs uniquement parce qu'en fait, ceux qui ont eu le vote le plus massif des électeurs ne peuvent pas trouver de partis avec lesquels s'additionner pour dire on représente la majorité. Il se passera la même chose en Allemagne, et donc ça va provoquer vraisemblablement une augmentation du mécontentement, une augmentation du chaos, et on voit où ça peut nous mener partout en Europe, c'est une guerre civile, puisque en Allemagne le chômage explose, l'inflation monte, et l'Allemagne, qui était une superpuissance industrielle mondiale, est en train de devenir un géant en porcelaine qui, au moindre nouveau choc, pourra s'effondrer. Et tout ça ne profite d'ailleurs qu'aux Américains. On dit toujours que l'Europe a une locomotive économique qui est l'Allemagne
et une locomotive diplomatique ou stratégique qui est la France. Dans les deux cas, c'est une crise complète. Petit 1, l'Allemagne n'est plus une locomotive économique, et ça c'est l'effet boomerang des sanctions contre la Russie, et en particulier le fait de ne pas avoir désigné le coupable des attentats de Nord Stream, puisqu'il y avait des moyens de compenser l'arrivée de gaz par Nord Stream en faisant circuler par la Pologne ou autre. Ça ne s'est pas passé parce qu'en réalité, ces attentats n'ont eu lieu que pour profiter à l'économie américaine et mettre à genoux l'économie européenne en pleine conscience. C'est-à-dire que les Européens ne peuvent pas dire qu'ils ne comprennent pas que les Américains profitent de la situation pour s'enrichir et affaiblir l'Europe. Ce n'est pas les Russes qui profitent de cette situation. Au contraire, ils observent avec beaucoup de surprise à quel point une économie grande et fière comme celle de l'Allemagne a pu se tirer une balle dans le pied ou dans le ventre, voire même dans la tête, dans ces circonstances. Et ils espèrent depuis toujours que l'Allemagne va rebrousser chemin et dire « mais non, mais on s'est complètement trompé. En réalité, nos ennemis, ce sont les Français et les Américains qui veulent nous ruiner. Et c'est en train de se passer, on doit réagir. » En France, c'est exactement la même chose. On a Macron qui a pris le pouvoir d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique, et ça s'est accentué dès mars 2022, juste après le début de l'opération spéciale russe, puisqu'à Versailles, Emmanuel Macron a réuni l'ensemble des chefs d'État de l'Europe, d'ailleurs jusqu'à l'Arménie, une Europe élargie, pour leur dire « soyons unis contre la Russie ». Et pratiquement tous ces chefs d'État, pendant plus d'un an, sont tombés dans le piège. Aujourd'hui, ils réalisent à quel point c'était suicidaire. Mais comment Macron les avait convaincus en leur disant « si on est unis, dans quelques semaines ou quelques mois, la Russie va s'effondrer et l'Europe en sortira renforcée parce qu'en fait, on va pouvoir s'attribuer les richesses de la Russie. » Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé, malgré toutes les affirmations des ministres, des diplomates français, etc. C'est l'inverse qui se passe. La croissance russe est solide. Le peuple russe s'est vraiment uni plus que jamais autour de son président et de la politique du gouvernement, alors que c'est l'inverse qui se passe en France. Mais est-ce que ce n'était pas ce que voulait Macron ? Est-ce qu'il n'est pas dans une démarche véritablement eschatologique de chaos du monde, en sachant pertinemment ce qu'il est en train de faire? Et d'ailleurs, en Russie, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'intellectuels ou de philosophes qui se posent exactement les mêmes questions au sujet de la France, mais également au sujet de la politique du gouvernement Netanyahou en Israël avec le Grand Israël. Et donc on aurait deux acteurs en fait, Netanyahou et Macron, qui sont véritablement sur une ligne eschatologique, alors que les Américains sont un peu uniquement, comme d'habitude, sur un côté financier, sur un côté économique, sur un côté hégémonie du dollar, sans réaliser qu'ils font le jeu de deux pays qui, eux, veulent véritablement le chaos. Et c'est toute la difficulté d'une analyse. C'est-à-dire que les personnes pensent toujours que les Américains sont les maîtres du jeu et que les autres pays obéissent aux Américains. Ce qui semble de plus en plus net aujourd'hui, c'est que la France, sous Macron, donc Macron en l'occurrence, et Netanyahou, tirent les ficelles. Les Américains naïvement, entre guillemets, ou avec convoitise, suivent pour retirer des marrons financiers, mais qui seront sur eux exactement comme la crise en Allemagne, c'est-à-dire que les Américains auront à payer à un moment ou un autre cette folie guerrière, parce que le monde ne leur pardonnera pas, et à un moment, au travers des BRICS ou autres, les pays vont s'unir et l'Amérique va s'écrouler sur ses mensonges et ses contradictions. Alors, ce qui a influencé cela, ce sont des politiques délirantes des États depuis la période Covid. Pendant la période du Covid, on avait cette décision qui était prise de quoi qu'il en coûte. Quel que soit le coût, il fallait sauver, entre guillemets, des vies humaines, injecter tout le monde, quitte à détruire les économies. Alors c'est très bizarre,
puisque si on tient tellement à la vie humaine, il faudrait beaucoup moins d'argent pour sauver des millions d'Africains de la famine et de la soif, ou arrêter les guerres et investir pour que les peuples soient heureux. Donc en réalité, c'était un faux argument. Et donc à partir de la crise Covid, on voit que les pays sont dirigés par des gens qui ne s'intéressent pas à leur peuple et qui font circuler des milliards pour s'enrichir, eux et une mafia de personnes qui leur sont proches. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les riches ne sont devenus aussi vite, aussi riches qu'ils le sont aujourd'hui, puisqu'on a des personnes qui ont des richesses en centaines de milliards de dollars ou d'euros. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est une notion complètement délirante. 100 000 milliards. 100 000 milliards. Alors qu'il y a encore quelques années, avec 1 million, on était très riches. Là, on a des gens qui ont 100 milliards, pardon, pas 100 000 milliards. Ça, c'est la dette américaine. 100 milliards ou 200 milliards ou 300 milliards. Alors, il paraît que la famille Rothschild possède beaucoup plus que ça, mais c'est relativement mystérieux. Est-ce que c'est complotiste de le dire? On sait que Trump et ceux qui l'entourent s'intéressent véritablement au pouvoir de la Fed et aux dangers qu'elle représente pour l'économie américaine. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, évidemment, la crise va s'aggraver en Europe. D'une part, parce que les Américains continuent à demander aux pays de ne s'intéresser qu'à leur économie de guerre, donc à investir de plus en plus dans la guerre et donc de moins en moins dans les peuples. On voit qu'en France, par exemple, on a des fermetures d'hôpitaux, on a des fermetures de lits d'hôpitaux, on a l'école qui est littéralement abandonnée, pareil pour l'université. En fait, pareil pour tout ce qui construit l'avenir d'une nation est abandonné en France. C'est-à-dire l'éducation, la santé, la culture, ce pourquoi on devrait se battre entièrement et abandonné. Et quand je dis la culture, je dis ça véritablement avec beaucoup de déception, puisqu'en fait les budgets sont utilisés pour mettre en avant des artistes qui sont woke, des projets qui sont véritablement LGBTQ+, ou transhumanistes, et on le voit y compris dans la rénovation de Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un agenda aujourd'hui. Si des personnes, nos arrière-grands-parents arrivaient aujourd'hui, ils auraient l'impression, excusez-moi l'image, que le diable est au pouvoir. Ils n'en reviendraient pas que la sécurité sociale préfère financer des transitions de genre qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros plutôt que de donner des lunettes ou des dents à des gens qui n'en ont pas, qui coûteraient beaucoup moins cher, ça montre véritablement l'état d'esprit dans lequel on est. On abandonne les pauvres pour faire du prosélytisme, pour quelque chose qui détruit l'humanité, qui détruit quelque part l'œuvre de Dieu. Alors je sais que c'est très compliqué puisqu'on est dans une société dans laquelle on veut détruire l'idée même de Dieu. Et pourtant, c'est la seule chose qui aujourd'hui pourrait nous sauver et pourrait nous rassembler, peu importe les religions d'ailleurs. C'est d'avoir une foi et d'avoir une modestie par rapport à nous-mêmes, qu'on ne peut pas résoudre tout avec de l'ingénierie biologique, qu'on ne peut pas résoudre tout avec des guerres, qu'on ne peut pas résoudre tout avec de la haine. Et c'est peut-être la raison du succès aujourd'hui de la Russie. C'est parce qu'en fait, la Russie a fait renaître ses racines chrétienne orthodoxe et est redevenue la Sainte Russie. Et on remarque que tous les pays qui ont retrouvé, entre guillemets, les bases de leur histoire, de ce qui a fondé, entre guillemets, l'éthique de leur nation, le lien de leur nation, indépendamment des croyances différentes et qui sont toutes acceptées et tolérées, retrouvent le chemin du succès, le chemin de la paix, le chemin de l'entente, alors que nous, en France, les seuls mots d'Emmanuel Macron quand il s'adresse aux Français, c'est de parler de guerre, c'est de parler d'efforts, c'est de parler de sacrifice, c'est de parler de souffrance, et jamais de bonheur, jamais de foi, jamais de joie, etc. Et ce qui est encore plus étonnant,
c'est qu'il œuvre, entre guillemets, pour s'approprier les lieux saints, comme Notre-Dame, alors qu'il déteste la religion catholique, mais pourtant, dans le même temps, il fait un prosélytisme incroyable pour la religion juive, comme énormément de pays dans le monde. Et je note à cet égard que la Russie est le premier pays qui se détache pas à pas de ce type de langage qui visait à ne jamais, entre guillemets, attaquer frontalement l'État d'Israël et dire ses quatre vérités. Et ça, c'est un changement majeur, et on va voir en 2025 comment ça va évoluer. Alors, en 2025, la crise en Europe, elle va véritablement s'aggraver fortement. Alors, il faut savoir qu'on a découvert, au moment de la passation de pouvoir entre Attal et Barnier, que les chiffres en France avaient été truqués, que la situation économique de la France était bien plus terrible que celle qui était affichée aux citoyens. On est en train de voir exactement les mêmes manœuvres aux États-Unis, où on découvre qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont au chômage, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, les gouvernements actuels en Europe trichent avec les statistiques. Donc on est déjà complètement dans la crise. Et à un moment, on ne peut plus tricher avec les chiffres, on ne peut plus tricher avec la réalité de l'inflation, on ne peut plus tricher avec la réalité des dettes. Et qu'est-ce qui va se passer? Les agences de notation vont évidemment dégrader les notes des pays qui trichent, des pays qui mentent. Donc le coût de leur dette va exploser considérablement et ils seront, ces pays-là, au bord de la faillite. Donc ça va avoir des conséquences sur la valeur de l'euro et donc ça va avoir des conséquences en chaîne sur tout ce qui est produit chez nous. Puisque si nos monnaies valent moins cher alors qu'on ne produit pas de pétrole, qu'on ne produit pas de gaz, qu'on ne produit pas de charbon, etc., il va falloir l'acheter à l'international. Notre facture énergétique qui a déjà explosé va exploser encore plus et donc on va s'écrouler pays par pays, et en plus on n'attirera plus personne à cause du chaos social qui va avec les crises. Donc on est rentré dans une spirale de destruction des pays européens, même pas de l'Europe, puisque l'Europe en fait elle est déjà morte, pour ainsi dire. On voit bien que les pays n'ont plus rien à voir les uns des autres. La Slovaquie, la Hongrie se détachent complètement de la philosophie guerrière des autres pays européens. Et surtout, tous les partis patriotes en ont ras-le-bol. On sait très bien que si l'AfD gagnait en Allemagne et prenait la chancellerie, une de leurs premières décisions, ce serait d'organiser la sortie de l'Allemagne de cette Europe qui a, pour ainsi dire, affaibli considérablement, si ce n'est pas détruit, la prospérité allemande. Plusieurs choses. Au cours des derniers jours, on a sans cesse des chefs d'État européens qui disent on doit se mettre en mode économie de guerre. Ça veut dire faites des réserves de provisions et que les entreprises se focalisent sur l'industrie de la défense ou tout type de production qui pourrait être en ligne avec les intérêts d'une économie de guerre. Ça, c'est la première chose. Depuis des mois, l'Europe est complètement, en tout cas un certain nombre de pays européens, sont complètement impliqués dans la guerre. La France, par exemple, forme des soldats ukrainiens par milliers. Elle fournit des avions, elle fournit des missiles, elle fournit des mortiers, elle fournit les fameux, entre guillemets, canons César et tout type d'armes qui sont utilisées quotidiennement par l'Ukraine pour tuer des soldats russes. Idem pour l'Allemagne et idem pour une grande partie des pays de l'Union européenne. Idem d'ailleurs pour des pays comme la Slovaquie ou la Hongrie qui ont fourni des anciens équipements de l'époque soviétique au début du conflit en tout cas. Donc on voit que l'Europe est complètement impliquée, y compris avec des moyens de télécommunication, avec des experts militaires, et avec la possibilité pour leurs citoyens de partir et de devenir mercenaires en Russie. Donc on est déjà là-dedans. Sauf que qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, on est un pays en crise et malgré ça, alors que les armées des différents pays européens proposent des salaires très attractifs, soi-disant une vie formidable au service de la patrie, il n'y a pas du tout de citoyens qui désirent rentrer dans l'armée. Parce que les gens comprennent, ils voient ce qui se passe en Ukraine, plus d'1 million de morts et de personnes qui ont été amputées, que la guerre, c'est pas drôle. Les médias ont beau dire, en fait, vous allez, c'est comme un jeu vidéo, vous allez utiliser des drones, vous allez utiliser des moyens, vous allez voir, c'est très sympa. Non, les personnes comprennent que leur vie est en risque et ils ne veulent pas faire la guerre. Il n'y a pas de patriotisme européen, il n'y a plus de patriotisme français, parce que, en fait, ceux qui nous disent « préparez-vous à ça », ils n'ont plus aucun crédit auprès des citoyens. Il faut savoir que pour Macron, les bonnes opinions de lui sont inférieures à 15%. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une personne sur 6 qui apprécie et qui a confiance en Macron en France. Donc vous imaginez qui aura envie de faire la guerre pour un chef de guerre comme Macron. Alors comment est-ce qu'il va obtenir ça? Est-ce qu'il va continuer, avec succès en revanche, à diaboliser la Russie? Parce que ce qui est le plus incroyable, c'est que plus les Russes montrent à quel point ils ont toujours dit la vérité, ils ont toujours agi véritablement avec la plus grande modération, ils ont été patients face aux attentats terroristes, face aux assassinats, face aux tentatives, entre guillemets, de subversion, etc., dont ils sont la cible en Russie, mais également dans les pays amis de la Russie, comme récemment en Syrie, par exemple. Bien, malgré tout, la Russie reste calme, reste pondérée, et pourtant, les médias réussissent ce travail de destruction, de lavage des cerveaux, puisque les gens continuent à penser que la Russie est responsable de tout. Juste pour vous dire, si vous écoutez la télé française en ce moment, à la télé, on vous explique en boucle que si on peut observer des troubles et des assassinats en ce moment en Syrie, ce n'est qu'à cause des Iraniens et des Russes. C'est quand même un comble, hein. C'est-à-dire que quoi que l'OTAN, la France, les États-Unis ou Israël fassent, de toute façon, les responsables, ce sont les Russes ou les Iraniens et bientôt les Chinois ou autres. Donc c'est ridicule, mais ça fonctionne. Mais ça ne crée pas pour autant des personnes qui sont prêtes à partir en guerre contre la Russie. Ça, c'est une évidence, personne ne veut. Et d'ailleurs, en général, et j'insiste là-dessus, dans tous les pays, ils vont chercher souvent parmi les immigrés pauvres, des futurs soldats, en leur disant que si jamais ils ont des condamnations, si jamais ils n'ont pas tous les papiers, etc., l'armée y prévaudra. Mais là, ce sont souvent des personnes qui sont parfaitement éduquées sur ce qui se passe dans le monde et qui ne tombent pas dans le piège de cette opération de séduction. Puisqu'en France, c'est souvent des gens qui viennent du Maghreb ou ailleurs et ils ont parfaitement conscience du rôle et de la politique véritablement devenue malsaine de la France, y compris d'ailleurs pour ceux qui viennent d'Afrique sahélienne, puisqu'on a découvert aujourd'hui de façon indubitable que la France était, entre guillemets, l'allié des terroristes. C'est-à-dire qu'on prétendait venir au secours des gouvernements de ces pays, comme le Mali, le Burkina Faso, etc., contre des terroristes. Et maintenant, il s'avère qu'en fait, on alimentait ces terroristes en armes, en informations, en outils de communication, en véhicules, etc., et qu'on ne véritablement n'essayait jamais de les éliminer, au contraire, puisque c'était un peu un double jeu de pompiers pyromanes. C'est en train de changer et donc il y a cette prise de conscience qui a lieu. Il y a 5 ans, le mouvement des Gilets jaunes a démarré en France avec une grande vigueur à cause du prix de l'essence, à cause du prix du carburant. Et à l'époque, le prix était à 1,4 € ou 1,5 €. Aujourd'hui, en France, il a été régulièrement entre 1,8 et 2 €.
et personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que ce serait censé être la faute à Poutine. Alors que Poutine n'y est pour rien. La Russie n'y est pour rien, puisque la Russie respecte l'intégralité de ses contrats d'acheminement de gaz et de pétrole. Il continue à en envoyer au travers de l'Ukraine et à payer l'Ukraine pour le service rendu. Ils acceptent même d'envoyer du gaz alors que de nombreux pays ont des dettes, puisqu'ils ne payent pas leurs échéances. La Moldavie, par exemple, doit des centaines de millions ou des milliards à Gazprom parce qu'ils n'ont pas payé leurs factures. Pourtant, Gazprom ne coupe pas le robinet pour éviter que ça ait des conséquences sur les peuples. Donc on voit que la Russie ne fait rien et elle a accepté de continuer, pour ceux qui avaient respecté les contrats, à vendre son gaz à des prix très avantageux. Et quand je dis très avantageux, c'est 5 fois moins cher que le prix auquel les États-Unis vendent un gaz de plus mauvaise qualité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans l'économie de l'énergie, on ne peut pas substituer comme ça un pays comme la Russie. Donc pendant longtemps, les pays ont continué à acheter du gaz et du pétrole russe, encore étiqueté russe. Mais au fur et à mesure des sanctions, c'était de moins en moins possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Inde, ont acheté beaucoup plus massivement des produits, des hydrocarbures à la Russie, qu'ils ont réétiquetés indiens ou d'Arabie Saoudite et qui revendent ensuite à l'Europe, moyennant une marge conséquente et de la pollution, parce que c'est quand même beaucoup de transport, etc. Donc ça prouve bien que le climat n'est pas un enjeu pour les pays. En réalité, ils s'en foutent complètement. C'est juste pour faire culpabiliser les gens pauvres. Et donc on paye une énergie beaucoup plus chère et qui enrichit d'autres pays. C'est-à-dire que non seulement l'Europe va mal, elle ment à son peuple sur absolument toutes ses préoccupations, mais en plus, elle enrichit des pays qui sont par ailleurs nos concurrents. Donc ça, c'est de la folie qui n'est due qu'à nos hommes politiques. Et je reviens toujours sur la même chose, c'est encore une fois Macron, c'est ce que j'expliquais depuis le début, qui est véritablement un leader sur ces questions. Alors évidemment, les Américains en profitent complètement et Trump, quand il arrivera au pouvoir, continuera à en profiter. Parce que Trump, il n'a pas du tout... il ne se préoccupe pas que l'Europe, parce qu'elle a des dirigeants débiles, s'effondre. Alors que la Russie s'en préoccupe. La Russie se préoccupe d'avoir un voisin qui est sans doute au bord d'une guerre civile qui pourrait faire des millions de morts. Parce que s'il y a une guerre civile en Europe, avec tous les problèmes de migrants, avec les problèmes de haine entre communautés, ce sera désastreux. Donc ça, ce sont les conséquences de ces politiques énergétiques qui sont terribles. Et maintenant, on pourrait avoir, par la Turquie ou autre, des hubs qui permettent de laisser passer l'énergie, mais là aussi, encore une fois, l'Ukraine et les pays européens font tout pour rendre ça impossible, à croire qu'en fait, encore une fois, ce que je disais un peu plus tôt, on est dans une guerre eschatologique, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une guerre économique, financière ou autre, on est véritablement dans une guerre de la fin des temps, de la fin de l'humanité, puisque sinon ça n'a aucune rationalité, ces comportements. Puisque ce qui serait rationnel aujourd'hui, c'est de constater que l'Ukraine a perdu la guerre, l'Ukraine est sous perfusion, que les peuples européens n'en peuvent plus de souffrir des conséquences des sanctions prises par leur gouvernement, et donc il faut s'arrêter avant que ça aille trop loin. Eh bien non, il continue à pousser. Et il se passe exactement la même chose au Proche et au Moyen-Orient, puisqu'on voit ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Liban, ce qui va se passer en Irak, ce qui se passe en Iran. Tout ça à l'initiative du régime de Netanyahou et de ses alliés depuis toujours, qui sont encore une fois les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais. Bref, une catastrophe pour les peuples. Alors, il faut déjà comprendre une chose qui est une spécialité véritablement dans l'Union européenne. C'est-à-dire que les peuples sont extrêmement fâchés, mais les organismes qui sont censés aider
les ouvriers, les salariés à montrer leur colère massivement dans la rue et à faire des bras de fer à l'État, sont financés par les États et l'Union européenne. Ça veut dire qu'en fait, les patrons des syndicats ont des gros salaires, des beaux bureaux, des voitures de fonction qui sont financés par l'Union européenne. Et donc, le plus souvent, ils n'agissent pas à l'encontre de ceux qui leur donnent des subventions. Ils sont quelque part corrompus ou compromis. Par ailleurs, à chaque fois qu'il y a un mouvement qui se passe, très vite, on voit arriver des leaders qui sont très liés à des partis politiques ou à des lobbies. Et dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils abandonnent en réalité la masse. Donc on est face à des mouvements qui sont infiltrés complètement, qui pourraient jouer un rôle, mais les pays européens ont pris tellement l'habitude, que ce soit dans les médias, dans les syndicats, dans les partis politiques, dans toutes les couches sociales, d'infiltrer et de détruire les mouvements. C'est comme sur les réseaux sociaux, de censurer, voire de mettre en garde à vue les lanceurs d'alerte, qu'en réalité, les gens deviennent inertes parce qu'ils savent que toutes les actions qu'ils prendront seront tuées dans l'œuf. À chaque fois, les gens se disent « ça y est, cette fois, les agriculteurs vont faire plier le gouvernement ». Et en fait, non. 2-3 petits cadeaux par-ci, par-là. Les leaders disent « tout va bien, on peut arrêter ». Et en fait, les pauvres petits agriculteurs se retrouvent abandonnés par ceux qu'ils avaient naïvement choisis comme leaders pour mener leur guerre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, c'est tous les citoyens qui vont avoir faim. Quand on sait que cette guerre va avoir de tels effets sur l'inflation, que la dégradation des notes financières fera que les pays vont encore plus ponctionner les retraités, les salariés, etc., pour leur prendre plus d'impôts. Tout va exploser, et là, ce ne sera même plus une question de leader. C'est que les gens vont aller dans les magasins, voler, détruire, etc., et ça peut se déclencher comme une traînée de poudre. Et c'est ça qui risque d'arriver en 2025 si les gouvernements des pays européens font ça. Parce que, vous savez, en France, les gens ont coupé des têtes et ils seront capables de recommencer. Quelle que soit l'équipe que finalement Trump mettra à ses côtés suite à son serment, sa prestation de serment le 20 janvier, ce qui est clair, c'est qu'il est le président des Américains. Et donc, il se fiche complètement et éperdument des Européens. Pour lui, si les Européens ont choisi des chefs d'État qui sont des débiles ou des psychopathes, ça ne le préoccupe pas, au contraire. Et donc, il fera une guerre pour récupérer autant d'industries que possible, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industries d'Allemagne ou de France qui quittent pour aller s'installer aux États-Unis, où ils ont l'énergie moins chère, où ils ont des salariés moins chers, où ils ont les possibilités de licencier et de faire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire en Europe, parce que l'Europe est devenue destructrice de la création d'emplois complètement. Donc l'Europe va être considérablement fragilisée, d'autant que les Américains vendent très cher une énergie aux Européens, qu'ils mettent à disposition de leurs entreprises 4 ou 5 fois moins cher que le prix pratiqué avec l'Europe, ce qui est un des avantages flagrants. Ils feront une politique de taxes qui va faire énormément souffrir les pays européens, tout en continuant à imposer leurs diktats et leur exceptionnalisme. Donc l'Amérique va continuer à faire suffoquer l'Europe. C'est pour ça qu'en Europe, il y a de plus en plus de mouvements de ras-le-bol, mais qui ne sont plus simplement des mouvements de ras-le-bol. Ça correspond véritablement à l'état d'esprit des Français, donc avec des mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite, puisque c'est l'étiquette qu'on leur donne qui grandissent. Mais ce qu'on remarque malheureusement, c'est que ces partis d'extrême gauche ou d'extrême droite sont complètement alignés sur le centre. Ils continuent à vouloir l'Union européenne, ils continuent à vouloir l'euro, ils sont pour les injections, ils sont pour l'aide à l'Ukraine, ils sont pour l'aide à Israël. Donc en réalité, ils ont la même politique que Macron et son gouvernement, sauf qu'en fait, ils ont réussi sur des petits détails, la haine des migrants
ou, ou l'amour des migrants a donné l'impression qu'en fait, ils faisaient les choses différemment. Sauf qu'en Europe, ce sont des questions sur lesquelles les pays n'ont pas voix au chapitre. C'est-à-dire qu'il faut voir quand la Hongrie ou la Slovaquie ou d'autres pays européens ont essayé de faire valoir en fait leur désir en termes de politique sociale ou de politique de migration, ils ont été lourdement sanctionnés par l'Europe qui leur a tordu le bras et ils ont été obligés d'accepter exactement les règles de l'Europe. Donc l'Europe ne peut qu'exploser parce qu'en fait elle ne sert plus l'intérêt de personne à part l'intérêt des lobbies pro-guerre, à part l'intérêt des grandes compagnies et l'intérêt des États-Unis ou d'Israël. Il y a quelques semaines, pour la première fois, le chancelier allemand avait reparlé avec le président russe Vladimir Poutine. Bon, évidemment, il n'en était rien ressorti, puisque le chancelier allemand est pieds et poings liés par un parti qui est profondément anti-russe. Donc, quelque part, il voulait dire aux Russes, acceptez de quitter les territoires ukrainiens, considérez que vous avez perdu la guerre, et puis après, tout reviendra en l'ordre. Bref, des demandes complètement absurdes. Il y a quelqu'un qui est le Premier ministre slovaque, qui s'appelle Fico, d'ailleurs qui a été victime d'une tentative d'attentat, un peu comme Trump, il y a quelques mois, et qui, lui, essaye, sans devenir, entre guillemets, un allié de la Russie, il reste un pays méfiant, entre guillemets, et un acteur méfiant vis-à-vis des Russes, vis-à-vis des Ukrainiens, vis-à-vis de tout le monde, puisqu'il essaie de travailler pour son pays, la Slovaquie, et pas pour un ensemble informe qu'est l'Europe, a fait savoir qu'il considérait que ces sanctions n'étaient plus acceptables, que les livraisons d'armes n'étaient plus acceptables et que l'implication de plus en plus forte de l'Union européenne à maintenir en vie sous perfusion le régime corrompu de Zelensky, et je dis bien le régime corrompu, puisque le principal conseiller de Zelensky, qui a fui en Russie, Aresh Kovic, enfin je ne sais plus, a dit lors d'une interview récente que le niveau de corruption de l'appareil politique du régime en Ukraine était le plus élevé. Et qu'en fait, l'Ukraine était devenue une lessiveuse de la corruption, c'est-à-dire l'argent arrivait en Ukraine et repartait immédiatement vers les pays donateurs pour enrichir les partis politiques, pour enrichir certaines industries, voire même pour utiliser les monnaies virtuelles type Bitcoin et autres, pour vraiment être blanchis. Et qu'il y avait des sommes prodigieuses qui circulaient. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les stations de ski ou des stations balnéaires françaises, on a énormément d'oligarques ukrainiens qui ont des grosses voitures et qui ont des budgets illimités. Tout ça est devenu inacceptable. C'est-à-dire que pour un pays comme la Slovaquie qui souffre énormément, voir cette gabegie, voir ces mensonges, voir cette arnaque entre guillemets au bon sens, ne peut plus durer. C'est-à-dire qu'en tant qu'ex-république soviétique, en Slovaquie, il y a un niveau d'études qui est élevé et donc il y a une exigence intellectuelle qui ne laisse plus passer ce genre d'absurdité. Les peuples dans lesquels les universités et les gens ont été bien élevés, bien formés, ne tolèrent plus une telle bêtise, de tels mensonges, un tel lavage de cerveau. Et c'est pour ça que l'espoir en Europe vient des pays de l'Est. Et on a vu d'ailleurs à cet égard qu'en Roumanie, le peuple veut complètement changer de direction et souhaitait élire quelqu'un, mais malheureusement, le Conseil constitutionnel roumain a invalidé les élections. En Moldavie, il est difficile de croire qu'il n'y a pas eu une triche massive pour permettre à la présidente actuelle de se maintenir et le oui d'être voté, entre guillemets, pour l'adhésion à l'Union européenne. Donc il n'y a que des mensonges et des tricheries qui permettent de voiler le désir réel des peuples. Mais ça ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire si les peuples veulent quelque chose et qu'ils ne peuvent pas l'obtenir par les urnes, à la fin, ils vont les obtenir en sortant dans la rue avec des marteaux, avec des faucilles, avec des morceaux de bois ou avec tout ce qu'ils trouveront sur la main pour véritablement faire entendre raison à des gouvernements qui les ont trahis et qui les ont mis
excusez-moi le terme, dans la merde. Voilà, il vous reste encore 3 minutes de vidéo, alors s'il vous plaît, essayez de rester jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Encore une fois, il reste 3 minutes de vidéo importante. Je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Alors, pas grand-chose à rajouter à la fin de cette vidéo qui, comme je vous le racontais, a été tournée jeudi par une équipe d'une télé fédérale russe à Paris, puisque les Russes sont très friands d'entendre les analyses de personnes hors de Russie qui tiennent un discours sensé, un discours de bon sens. Je prends évidemment beaucoup de plaisir à répondre à leurs questions parce que c'est toujours très structuré et on sent véritablement l'envie d'avoir des discussions qui même sortent du cadre classique puisque l'eschatologie est abordée, comme vous avez pu vous en rendre compte, et pour moi c'est quelque chose d'essentiel. On est véritablement dans une période étrange, en France évidemment, vous l'avez remarqué, mais dans le monde entier. Et chaque jour, en fait, il y a un lot de surprises. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie pour le temps que vous consacrez à écouter mes vidéos, à lire. Quand je rencontre certains d'entre vous, vraiment, je suis très sensible à ça, puisque je me rends compte que ma parole et mes analyses vous intéressent, mes textes également. Mes tweets, enfin, d'une manière générale, beaucoup de choses que je propose sur les réseaux, ça m'encourage beaucoup. Un grand projet que j'ai pour 2025, c'est de publier un livre qui s'appellera Le Lien. Et vous allez avoir dans la description de cette vidéo une présentation de ce livre, de ce projet qui est déjà avancé et qui sera le premier tome d'une série de 5 tomes qui a l'intitulé Chapeau, La Table Rouge. Donc je vous invite à découvrir la première page de site qui présente le projet de livre. Donc vous aurez encore une fois le lien qui va s'afficher là sous l'écran, et également la possibilité, si vous le souhaitez, de participer à une cagnotte pour aider à la publication du livre et donc la création de ce projet et son édition. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à découvrir mon Substack, c'est gratuit, mais éventuellement vous pouvez décider également de prendre une formule payante, c'est important. Je laisse toujours mes contenus gratuits pour qu'ils soient accessibles à tout le monde sans aucune ségrégation par l'argent. Voilà, j'ai également un PayPal, j'ai tout et la possibilité de vous faire découvrir vraiment des bons miels. Donc je vous remercie encore une fois pour votre aide et j'espère qu'on pourra continuer à avancer ensemble jusqu'à ce que chacun soit libéré et puisse libérer ses proches de cet empire du mensonge dans lequel on vit depuis trop longtemps. Voilà, à très bientôt, merci, et découvrez donc le lien, ce projet de livre déjà avancé et dont chaque semaine vous aurez des textes intéressants qui, j'espère, vous mettront l'eau à la bouche, publiés sur le site web et la page GoFundMe. Bonne semaine. Alors, juste un petit message pour vous parler du miel que vous pouvez découvrir en me contactant. Donc là, c'est un pot qui fait un peu plus de 500 grammes. C'est du miellat de sapin. Donc chaque pot, en fait, est sculpté individuellement à la main. C'est moi qui le fais. Il y a des cœurs, il y a des fleurs, il y a parfois des sapins. Là, c'est du miel à l'acacia, donc on ne se rend pas bien compte
mais il est véritablement d'une couleur superbe. On croirait qu'il est vivant. D'ailleurs, parfois, des personnes utilisent des pendules et me disent que véritablement, il renvoie une énergie très très forte. Et par ailleurs, le goût est absolument sublime. Et ici, quelque chose de très spécial, c'est du miel à l'ail. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est la meilleure saison pour vous intéresser au miel et redécouvrir le miel. À bientôt. Le contact pour le miel, Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55betchasse.com, 55BE2LECHA2SE.com. Bertrand @55betchasse.com. De toute façon, ça s'affiche. À très bientôt. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année. Surtout, partagez cette vidéo, commentez-la et on se reparle très rapidement. Merci.